Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode sur notre mini-série portant sur l'ultramarin. Alors aujourd'hui, je suis avec Océane et Maxime. Bonjour. 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 Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter déjà. Ok. Donc je m'appelle Maxime Cario, je vois plus c'est honneur aux dames. Vas-y. Ok, je commence. Donc bonjour, je suis Océane Marcourel. Donc je travaille sur le campus et du service de Vannes et donc je pratique la course à pied depuis maintenant beaucoup d'années, on va dire à peu près depuis mes 11 ans. Et donc j'ai participé à l'Arvor, une des courses de l'ultramarin l'année dernière et l'année d'avant à la Ronde des Douaniers. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui pour participer à cet échange avec Maxime. Et donc Maxime Cario, j'ai 34 ans, du coup je suis entraîneur pour le club d'ultramarin, plus particulièrement la section trail. Et donc voilà, un petit peu comme Océane, je cours depuis mes 10 ans, okay. En passant par un petit peu toutes les disciplines, de l'athlé, par le cross, puis les courses sur route et maintenant uniquement le trail. Et l'ultramarin aussi que tu as pu faire. Et l'ultramarin, ouais. 2 reprises sur le grand format. Ouais, sur le 175. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors pour commencer, première question, du coup forcément, nous on aimerait savoir qu'est-ce qui pousse les gens globalement à faire un trail comme l'ultramarin, que ça soit dans la distance, que ça soit aussi dans la course en elle-même. Après, du coup, si je peux donner mon avis sur des formats plus courts qu'un ultra, parce qu'un ultra, oui, j'ai jamais couru d'ultra. Et donc, j'ai toujours, pour le moment, ma plus grosse course, c'est 60 km. Donc, sur des formats plus courts, ce qui peut challenger, du coup, oui, c'est le challenge de la distance et des formats trail où forcément, il y a un peu plus de difficultés que sur un format route. Et c'est tout ce qui va être dépassement de soi, que ce soit sur petit ou grand format, je pense que c'est toujours quelque chose qui nous pousse à nous dépasser quand on augmente la distance sur des courses comme ça, quoi. Et sur des distances, c'est vrai qu'on peut après dire un petit peu plus extrême, sur 275 par exemple. Qu'est-ce qui pousse un coureur justement à se lancer dans un défi comme ça ? Pour l'ultramarin précisément, je pense qu'il y a le côté aventure aussi, le fait de faire le tour de quelque chose, ça donne envie, une traversée, enfin ça peut faire rêver plein de gens. Et puis il y a aussi une forme d'accessibilité, parce que contrairement à des trails de haute montagne où il faut développer d'autres capacités, je dis pas que c'est plus facile, moins facile, mais en tout cas ça fait moins peur. On a, entre guillemets, on n'est pas parti pour, mais on a la possibilité d'abandonner un petit peu n'importe où sur l'ultramarin et on vient nous chercher en toute sécurité. C'est un petit peu comme des courses comme la Saint-Élion, des choses comme ça qui sont accessibles, on va dire, et qui ne demandent pas un niveau de technicité trop important, okay. Et qui peuvent nous engager dans du plus long sans prendre trop de risques par rapport à la haute montagne où on doit faire face au froid, à l'altitude, au chaud dans certains pays, et des choses comme ça, quoi. Donc je pense que ça peut aider à passer le pas quand on veut plus long tout en restant sur un dénivelé peu important. Et du coup sur l'entraînement, forcément il y a un entraînement assez important pour l'ultramarin. Quelles sont les étapes de l'entraînement, combien de temps avant on commence, dans quelle sorte justement d'exercice on va pouvoir mettre en place, que ce soit de l'explosivité, de l'endurance, est-ce qu'il existe des paliers, comment on s'y prend pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment pas grand-chose sur ce genre de course? Ouais, il y a vraiment des paliers, ça peu importe la distance qu'on prépare, vraiment du court au très long. Il y a un mot que j'utilise souvent, c'est la progressivité, qu'on entend partout, mais parce que c'est réel et pour plein de raisons. D'une, pour progresser, pour éviter les blessures, pour prendre du plaisir, pour se voir progresser aussi, et puis pas se décourager en cours de préparation. Après, sans rentrer dans des gros détails, mais globalement, au début d'une préparation, alors tout dépend d'où part le coureur. S'il est vraiment totalement débutant, s'il y a une expérience de course ou de passé sportif, quelqu'un qui a fait du foot avant, on sait qu'il va quand même avoir un petit peu d'endurance, de cardio, il a fait des accélérations, des choses comme ça, donc il ne part pas de zéro. Donc de savoir d'où on part, et puis l'idée après c'est que de surtout faire en fait ce qu'on appelle la préparation physique générale, donc vraiment plusieurs semaines où on prépare le corps, on structure le corps et on développe en fait, et là on fait un petit peu de tout. Ça peut passer par du renforcement musculaire, du développement de l'endurance, savoir courir un footing vraiment à basse intensité, très léger, savoir courir des
des hautes allures, savoir où sont les allures hautes, les allures médianes, etc. Et une fois qu'on a à peu près déjà bien travaillé ça, donc ça c'est un temps qui peut être plus ou moins long en fonction d'où on part, mais on est toujours sur les PPG qu'on appelle les macrocycles. Enfin, on est facile sur 8 semaines, quoi, vraiment où on structure vraiment l'humain. Et après, on passe sur ce qu'on appelle des mésocycles, de la PPS, préparation physique spécifique, où là, on va vraiment plus accentuer pour pour l'individu, en gros pour la course visée, quoi. Donc, si c'est du court ou du long, du coup, on va un peu plus travailler à la vitesse. Le long, on va plus travailler sur des endurances plus lentes. Et puis après, en prenant en compte si ça court de nuit, le matin, si on doit faire attention à l'alimentation, si on a besoin de manger, pas manger, si on passe la nuit dehors, pas dehors. Enfin voilà, on prend tous les paramètres en... Parce que c'est vrai que pour des gens, ça peut paraître assez simple quand on a l'habitude justement de faire de la course, mais comment, pour une personne qui commence complètement, comment on trouve son rythme, comment on s'habitue justement à la course. C'est vrai que la course au début, ça peut être violent justement pour le corps, donc comment on fait pour quelqu'un justement qui commence de A à Z pour vraiment s'habituer et trouver son rythme en fait, c'est surtout ça. Après, je pense, oui, que de toute façon, si on part sur un format de course de 10 km ou un ultra, c'est toujours un peu pareil. Il faut surtout, dès le départ, écouter bien son corps, pas forcer, progression, mais au fur et à mesure des séances. Et oui, après, c'est bien de commencer. Enfin, surtout, moi, je vois sur mon expérience personnelle, hein, je commence toujours ma préparation dite générale, comme tu disais, Maxime, de base, en fait, par rapport, avec pas mal de sorties footing, entre guillemets, où voilà, l'allure est un peu souple, et justement, ce qui permet de trouver son allure à soi-même et sans avoir quelqu'un devant à suivre toujours, en fait, et écouter vraiment son corps au quotidien, voir après la séance qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'ai mal, analyser un peu tout ça pour éviter justement la blessure et éviter que aux entraînements suivants, c'est là où tout capote, et parce que ça aussi, ça peut arriver, un surentraînement, et après on n'a plus de muscles, quoi, on n'a plus rien. On a envie d'aller trop vite aussi. C'est ça, oui, donc il faut bien faire attention à ça aussi, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis vraiment, quand on est vraiment débutant, parce que beaucoup de gens vont voir, il y a des termes comme les I1, I2, des zones 1, zone 2, même sur les montres maintenant, souvent ça va de la zone 1 à la zone 5, etc. Mais on ne sait pas vraiment où on est. Ce que j'aime bien donner comme jalon aux athlètes que j'entraîne, c'est que déjà je pars du principe que tout le monde n'est pas obligé d'avoir une montre, donc quelqu'un qui vient avec ses baskets et son short est la bienvenue, et il n'y a aucun souci. Quelqu'un qui ne connaît pas non plus sa VMA, aucun souci. Donc en gros, son plafond max à l'effort. Je leur dis en fait, globalement, ce qui va être les zones 1 et 2, c'est un footing où on est capable de parler en fait. Donc peu importe son allure et choses comme ça, c'est-à-dire là, cette conversation qu'on a, on peut la tenir en courant. Si par exemple on commence à être essoufflé, c'est qu'on est déjà dans une autre zone et qu'on est en sur-régime. Donc alors peut-être nous trois on ne sera pas sur les mêmes mais je pense mais dans l'idée c'est en gros savoir baisser vraiment son intensité pour se retrouver dans les bonnes zones. Et puis après souvent les zones après la 3, le tempo où on est un peu plus à allure soutenue, on peut dire vraiment une phrase, on doit prendre une inspiration, des choses comme ça. La zone 4, le seuil, là c'est quelques mots, on aligne 2-3 mots et puis après on a le souffle court, et puis vraiment en VMA le max on peut à peine dire un mot. Et ça souvent les athlètes on le ressent bien en fait. On sait si on arrive à dire une phrase, on sait tous parler globalement. Si on arrive à sortir une phrase ou à raconter notre vie, on sait qu'on est dans une zone de confort. Si par contre on n'arrive pas à aligner 2 mots, c'est qu'on n'est pas loin du max, quoi. Si je parle généralement sur les réseaux sociaux, etc., il y a eu quand même une banalisation de la course. Je parle par exemple des marathons. On a vu le marathon de Paris, il y a une banalisation, on a l'impression que c'est facile de faire un marathon, alors qu'au final, on sait bien que non. Mais c'est vrai que les réseaux reflètent aussi aujourd'hui des choses qui sont pas si faciles que ça. Ah ouais, clairement. Vraiment, le toujours plus, c'est arrivé un petit peu après la pandémie du Covid, parce que beaucoup de gens se sont mis à courir, parce que c'était un peu le sport facile à mettre en place à 1 kilomètre de chez soi, etc. Beaucoup ont fait du tapis, des choses comme ça. Et puis, ça a complètement explosé, et on a envie de faire vraiment des grandes distances et d'oublier en fait tous les autres, alors que
un 10 km, enfin des crosses bien appuyées, enfin même à son niveau, c'est très dur. Et pourtant, ça fait que 9-10 km. Un semi-marathon, c'est très dur. Un marathon, c'est très dur. Enfin, toutes les distances sont très dures. Enfin, voilà, il n'y a pas de distance facile, quoi. Bien sûr. Non, même sur les trails, je vois même sur des plus petits formats de trail, c'est vrai qu'on a l'impression, oui, un 10 km, bon, bah, c'est facile, mais en fait, c'est vrai qu'en trail, il faut pas oublier qu'il y a du dénivelé aussi. Donc, voilà, pour moi, enfin, que ce soit un 8 km ou un ultra, il y a toujours une difficulté dans cette course. Et si je peux rajouter autre chose par rapport à un démarrage sur la course à pied, c'est vrai que moi, ce que je fais souvent quand je commence une préparation générale pour une course, c'est que je fais quand même quelques entraînements sans montre, justement pour écouter mon corps, écouter mon allure et le cœur aussi. Le rythme cardiaque, je trouve ça très important pour justement connaître ses allures, ce qu'on est capable aussi de faire. Et ouais, sans montre, pardon, je trouve ça vraiment intéressant de travailler au démarrage sans ça. Comme ça, au moins, on peut, en plus, on n'a pas les stats sans montre, donc on écoute vraiment que son corps, quoi. Ouais. Et c'est au ressenti, et c'est justement là, au démarrage, où c'est important le ressenti, je trouve. Ouais, tout à fait. Puis comme tu disais, on oublie aussi les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, des fois, on court maintenant plus pour soi, mais pour les réseaux sociaux, se dire que si on va pas assez vite, ça va mal paraître sur son compte, alors que tout le monde s'en fiche. Chacun, en fait, même que ça va des débutants aux élites, chacun à son niveau, chacun et à un moment de sa saison, chacun a sa forme. Il y en a, ils sont à la forme de leur jour aujourd'hui, et puis de leur année aujourd'hui, et puis d'autres sont juste au début de leur prépa. Complètement. Chacun son niveau. Ouais, oui, puis c'est vrai qu'en course à pied aussi, comme dans tous les sports, je pense qu'on a des jours avec et des jours sans. Donc il suffit que voilà, il y a des entraînements comme des jours de course. On peut arriver sur une course, on le sait dès le départ que voilà, le ressenti il est déjà pas là. Et voilà, c'est selon aussi le feeling du moment. Et c'est vrai que oui, sur les réseaux, il y a toujours un côté paraître, mais sauf que voilà, il y a la réalité derrière. Et on peut avoir des jours de moins bien aussi, quoi. Ça arrive à tout le monde. Ouais, complètement. Il faut faire vraiment attention à ce que aussi au reste de la journée, puisqu'un entraînement, mine de rien, sur 24 heures, ça représente pas beaucoup. C'est moins de 2 heures sur 24 heures. Il faut voir ce qui s'est passé en fait le reste de la journée. Si je sais pas, tu as fait une mauvaise nuit de sommeil au boulot, ça s'est pas super bien passé, ta séance aussi, ça va pas. Elle passe pas. Et puis je sais pas, le lendemain, super nuit, tu as eu que des bonnes nouvelles au boulot ou à l'école, ta séance elle va passer comme une lettre à la poste, et pourtant rien n'a changé. Et justement, en plus, tu parlais du coup des sorties qui peuvent durer 2 heures dans la journée, mais sur une course comme sur le trail de l'ultramarin, comment on s'entraîne sur de la longue distance, de la courte distance, comment faire l'équilibre aussi entre les deux, sur une semaine type par exemple. C'est compliqué aussi de savoir comment mettre en place justement ces entraînements. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir aussi votre ressenti sur le type d'entraînement, que ce soit de la longue ou de la courte distance. Ouais, déjà je pense qu'il faut partir sur le principe de savoir quel est notre quotidien, et combien de temps on est prêt à consacrer à un entraînement et à une épreuve. C'est des fois ça que les gens oublient, ils partent vite, tiens je vais faire un 100 km, et ils regardent leur planning, par contre je peux m'entraîner que 2 fois. Voilà, c'est léger. C'est short. Ouais. C'est léger. Fais plutôt un 30, un 40, enfin voilà, et ça sera déjà plus envisageable. Donc déjà à partir de là, savoir combien de temps on est prêt, combien d'heures par semaine on est prêt à laisser, à consacrer pour préparer correctement son défi, son aventure, sa course. Voilà. Et de là, déjà, ça donne un peu une bonne idée de jusqu'à quel kilométrage on peut aller en termes de course. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais si, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est aussi se mettre entre guillemets une balle dans le pied, de partir sur une course à trop haut format, avec beaucoup de kilomètres, alors que dans sa vie personnelle et professionnelle, on n'a pas forcément le temps de s'entraîner. Et donc, c'est dommage, autant partir sur un format plus court en fonction, oui, comme tu dis, de sa vie, tout simplement, quoi. Voilà, si forcément on a des enfants, on a une vie de famille, on aura un peu moins le temps aussi de sortir courir ou ce genre de choses. Et justement, sur des courses qui sont un petit peu plus différentes, comme l'ultramarin qui est un trail, est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques où on va plus, par exemple, venir travailler de l'explosivité
sur de la montée, sur des zones un peu plus rocailleuses, de l'endurance, de la vitesse? Est-ce qu'il y a des exercices un peu plus spécifiques qui sont conseillés justement pour du trail? Alors, l'ultramarin, il a cette particularité, c'est que déjà, il y a peu de dénivelé. Ouais. Donc, en fait, dans le spécifique, on va occulter directement quelqu'un qui vient nous voir au club pour participer à, peu importe le format, à une course de l'ultramarin. On ne va pas réellement le faire travailler en spécifique de la montée et de la descente. Ok. C'est inutile. Ouais, c'est ça la question. Autant gagner du temps. Déjà, on peut occulter ces deux pôles de développement parce que elles sont assez neutres sur la distance. Voilà, c'est pas quelque chose qui va le mettre en porte-à-faux pendant la course. Donc, montée, descente, c'est pas vraiment ce qu'on va travailler. Non, après, c'est surtout. On va pas l'amener non plus dans des chemins trop techniques parce que tout le sentier du GR34, enfin pas tout, mais en tout cas celui qui est emprunté par la course n'est pas trop technique non plus. Donc faut qu'on fasse attention, on n'est pas sur de la piste et c'est pas tout plat, il y a des racines, il y a des cailloux, mais globalement on n'est pas non plus à Beldon avec des pierriers ou en Corse, voilà, avec des cailloux partout et où la cheville elle peut tourner tout le temps. Okay. Donc c'est pareil, on va globalement s'entraîner plutôt à plat, sur du chemin stabilisé, quelques racines, quelques cailloux, quand même refléter au plus près de la course, mais on va pas, il n'y a pas une nécessité d'aller en montagne chercher du gros technique, grosse descente, grosse montée, tout ça on peut l'enlever. Et puis après, mine de rien, l'ultramarin, ça a un plan un peu type, ça va un petit peu ressembler à un plan de marathon. Parce que améliorer et puis le volume va être différent et les allures peut-être un peu moins soutenues, mais globalement vu qu'on reste quand même à plat, c'est quelque chose qui va ressembler beaucoup à un plan marathon un peu amélioré avec un axe sur quand même moi personnellement je suis assez convaincu de cette méthode de faire du renforcement musculaire au moins une fois par semaine. Pas forcément je préconise pas forcément de salle, mais déjà rien que poids de corps, on peut faire plein de choses. Des fentes, des squats. Exactement, la planche, des choses comme ça. Tout le monde globalement sait le faire correctement, parce qu'après dès qu'on passe sur de la salle, des choses comme ça, il faut bien exécuter ces mouvements. C'est sûr. Il faut être suivi, il ne faut pas faire n'importe quoi, on peut vraiment se blesser. Donc des choses poids de corps déjà c'est très bien. Et vraiment, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui, par exemple, faire une minute de planche, plein de gens c'est dur. Alors en fait, pourquoi aller à la salle quand déjà on a des difficultés à faire une minute la planche en tout cas pour un coureur, je parle. Pour un coureur, après aucun problème. Je vais à la salle, j'ai du mal sur une minute de planche aussi. Non, mais aucun souci pour ceux qui font de la salle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà on a un gros gain de faire à raison de 10 minutes une semaine, par semaine, du renfort très simple sur l'efficience de course et sa posture en fait, et son dynamisme et son rebond en fait qu'on peut avoir en course à pied, quoi. Donc ça c'est des axes de progression, puis globalement l'endurance, quoi. Bien sûr. Passer du temps dehors à basse intensité. Plus on va être sur du long, plus ça va être à basse intensité. Et après sur le format 34, ça va être un peu plus péchu, mais un peu plus dynamique. Mais voilà. C'est vrai que, pardon, si je peux me permettre, c'est vrai que les courses de l'ultramarin, pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien pour commencer, je trouve, comparé à d'autres trails, par exemple, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé et que c'est vrai que c'est un parcours quand même dit facile, parce que voilà, on n'est pas en haute montagne, la météo, ça va non plus, malgré les marées, on est quand même bien loti souvent au niveau de la météo, et oui, donc c'est tout ça qui amène que ces courses-là sont quand même assez accessible pour les débutants, je trouve. Vous le faites tous les deux cette année, l'ultramarin? Non, moi pas cette année. Pas cette année? Si, moi du coup je réitère sur la revoir cette année. Ouais. Ok. Mais du coup, sur une préparation comme celle-ci, en termes de récupération, combien de jours par exemple? Là je fais vraiment en général, mais sur une semaine type, comment on récupère? Est-ce qu'on fait par exemple 2 séances et après on fait un jour de récupération? Comment ça se passe du coup?
Personnellement, moi, ça va être en fonction de mon planning personnel. Ok. Parce que c'est vrai qu'étant maman, je peux pas non plus sortir quand je veux. Donc ça va être surtout, oui, par rapport à moi, ma vie. Et après, j'essaye de pas d'enchaîner en fait deux sorties spécifiques entre guillemets. Donc une sortie fractionnée, une sortie côte d'affilée. J'essaye toujours de faire un petit footing entre guillemets et une sortie spécifique le lendemain, ce genre de choses. Après, en quantité semaine, souvent je suis à 4-5 sorties semaine, quoi. Ah, Et ok. après, le reste des jours, je fais un petit peu de renforcement et il y a vraiment une journée par contre où je ne fais rien. Bah ouais, vraiment Ouais. full repos. Une journée Non. full repos et Ok. autrement, oui, un petit peu de renfo par-ci par-là et d'étirements aussi, je trouve ça très important, les Oui, étirements. Et, c'est vrai. oui, ouais, on a tendance à les oublier. Et tout ce qui est aussi renforcement tout ce qui va être genoux, etc. Articulation, Ouais, des bien articulations qui est dans quand même ton assez voix. important. Et parce que les soucis de genoux, on en a quand même tous un peu. Donc, faut pas oublier. Et c'est vrai que c'est des petits exercices comme ça qu'on a tendance à oublier et que le kiné nous le rappelle. Ok. Et sur une longue distance encore. Parce que là, je pense que du coup la récupération n'est sûrement pas la même en fonction aussi des plus longues distances qui sont réalisées. C'est ça. Je pense que la récupération Ouais, est aussi bah, différente. Effectivement, alors, dans tous les cas, ça part aussi du même point, comme dit Océane, hein, vraiment de son quotidien, parce que la plupart du public, enfin, on travaille à côté, voilà, on consacre pas la totalité de notre pratique sportive à tout le temps, quoi. Mais globalement, pour du long, ceux qui préparent 175, j'ose espérer qu'ils sont au moins à 4 entraînements par semaine. Ouais, Voilà. ok. Déjà, ça donne. Après, comme disait Océane, surtout éviter 2 intensités de rang 2 jours de suite. Donc, par exemple, si on fait un fractionné le mardi, le mercredi, on peut faire soit repos, soit footing, et puis on remet une intensité le jeudi. Mais éviter de faire mardi, mercredi, voilà, ça casse du muscle, on n'a pas le temps de se régénérer et on part souvent à la blessure, voire vraiment on régresse quoi, Okay. au fil du temps. Oui, puis des fois, pardon, je te coupe, mais des fois c'est un peu contre-productif aussi. Et c'est vrai, c'est un peu le côté où certaines personnes aussi se rendent pas compte que beaucoup d'entraînement finalement peut être carrément contre-productif comparé à étaler les entraînements. Et c'est vrai qu'on se dit plus je cours, plus je vais être fort, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et sur un point de vue plutôt maintenant mental, psychologique, on va dire, parce que forcément, je pense que sur une préparation de ce type, il y a des moments de doute. Par exemple, quand on arrive à l'échéance bientôt et qu'on voit qu'on n'est pas forcément au résultat attendu, il doit y avoir des petits moments de doute, de stress. Comment on fait pour pallier à ça, justement ? Alors moi j'ai tendance à y aller au talent. Je me dis, on va voir ce qui va se passer, de toute façon je suis inscrite. Donc voilà. Et puis je me dis, voilà, après ça dépend aussi dans quel but je me suis inscrite. Est-ce que je me suis inscrite pour faire un podium ou est-ce que je me suis inscrite en vue d'une prépa d'une autre course ou est-ce que je me suis inscrite juste pour kiffer mon moment, quoi. Okay. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du truc. Et de la pression que je me mets. Donc oui, c'est sûr que si... non, ça m'est pas arrivé. Par contre, si je vise un podium, je me prépare bien avant. Ouais, bien donc sûr. là-dessus, il n'y aura pas de doute. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrive, sinon j'y vais plus au talent, quoi. D'accord. Ok. Et non, globalement, je trouve que déjà, faut réussir, c'est pas facile de le faire, ce que je vais dire, mais de se détacher et de se dire que déjà, c'est que du sport, que la plupart d'entre nous, on retourne au travail le lundi. Oui. Alors c'est pas facile parce que des fois on met de l'investissement, certains ça fait 1 an qu'ils se préparent à une échéance, 6 mois, enfin voilà, c'est vraiment l'aboutissement c'est pas juste la ligne de départ, la ligne d'arrivée, c'est en fait le moment où ta prépa a commencé jusqu'à la ligne d'arrivée. Concrétisation un petit peu. C'est ça réellement le projet, quoi. C'est pas vraiment départ arrivée. Donc je peux comprendre que c'est dur, mais en gros c'est pas grave. Déjà, il faut savoir se dire que c'est pas grave si ça passe pas ce jour-là. Certains, ils ont la meilleure prépa du monde. Le jour J, je sais pas, ils ont un rhume. Et kilomètre X, ils abandonnent parce que ça veut pas. Mais dans tous les cas, il faut savoir que les sentiers vont pas disparaître. Tu les retrouveras l'an prochain. Si tu veux le faire de ton côté, tu peux aussi, tu vois. Il y aura pas tout le public. Il y aura pas tout le monde derrière, mais bien sûr, on va pas regarder tout le monde juste pour toi. Mais donc déjà, ça peut, certains du coup, ça les aide à se détacher, à se dire ouais, c'est vrai qu'en fait. Et puis c'est un moment pour soi, en fait. Tu es tranquille, tu ne seras pas sur ton téléphone, tu es en train de courir.
t'es dans la nature, c'est assez festif. Bon, même si le temps n'est pas de la partie, bon, voilà, Ouais, il faut éviter de tu se seras prendre mouillé trop la avec tête la en transpiration. transpiration. Donc, Ouais, c'est si sûr. tu es mouillé avec la pluie, c'est pas C'est grave, ça va rincer. C'est ça. Donc voilà, Non, en fait, faut profiter de ce moment-là pour, pour voir le positif, quoi. Ok. Et puis surtout, faut bien se dire que pour tout le monde, ça va être difficile, et que ça soit sur du court ou sur du long, hein. Il y a un moment, les jambes vont brûler, on aura peut-être faim, soif, pas soif, etc. Mais ça sera pas, c'est pas facile, sinon ça se règle. c'est sûr. Donc, et ça sera pour personne, vraiment du premier au dernier. Donc déjà, ça, faut bien en avoir conscience. Et puis voilà, et après, moi ce que je conseille, c'est vraiment de séquencer sa course, quoi. Et surtout quand on commence à aller sur des plus longues distances, de ne pas se dire dans la tête, je pars pour 175 km. Ouais, bien sûr. Ça peut vite être démoralisant. D'accord. Et donc, il y a des petits tips pour un peu découper. Si je prends l'exemple du 175, voilà, départ 18h, premier jalon par exemple la nuit. Voilà, c'est facile, Ouais. le moment où tu cours, puis tu arriveras où tu arriveras, mais voilà, à quel moment tu vas allumer ta frontale. Après, le bateau, l'Armor-Baden, Aradon, l'arrivée. Ouais, pas forcément le découper en kilomètres, mais plutôt le découper en étapes. Alors, ça peut être en Ça dépend des kilomètres, personnes aussi, je ça pense. peut être aussi, certains, c'est un monument, je sais pas moi, il y a un coureur, je sais pas, sa grand-mère de cœur habite Ouais, ok. à Sarzeau. Moi, il se dit, ok, premier jalon, Sarzeau. Voilà, Je vois. parce que je passe dans le fond de jardin de ma grand-mère, voilà, c'est lui un premier jalon. Ok, première course finie, dans sa tête, et puis après, hop, on deuxième, et puis en fait, les kilomètres défilent, et puis ça passe mieux. Ouais, bien sûr. Mentalement, ça met un peu moins un coup au moral, quoi. Ok. Le jour se lever aussi, quand on a des courses qui font le tour du cadran, le jour qui se lève, ça donne un regain d'énergie souvent au coureur, parce que ça fait du bien, on vient de passer la nuit dehors. Et là, courir en plus, courir, on revoit vraiment le paysage autour de nous, on n'est plus focus sur vraiment juste le faisceau de notre frontale. Souvent, ça redonne la pêche, quoi. Donc voilà, c'est soit en monument, soit voilà, quand on est en montagne, on peut viser plutôt les sommets, on peut se dire, ok, premier jalon, tel sommet, deuxième jalon, etc. Mais là, pour l'ultramarin, c'est bien de découper, ouais. Okay. Moralement, ça aide. D'accord. Et pour finir, une fois la course passée, parce que c'est vrai que l'entraînement, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu la fin de l'accomplissement de longs mois d'entraînement. Mais une fois que la course est passée, du coup, comment on se réentraîne? Si on n'a pas de nouveaux objectifs, forcément, combien de temps après on se réentraîne et comment on fait pour se remettre dedans quand on a vraiment accompli déjà ce qu'on voulait, ce qu'on travaille depuis des mois, quoi. Ouais. Déjà, on profite. Ouais, parce que faut s'applaudir, hein, mine de rien. C'est un projet qui se termine. Certains ont d'autres projets, mais d'autres, voilà, ils en auront d'autres, mais en tout cas dans la course à pied, ça s'arrêtera là, entre guillemets. Et donc, il faut profiter, il faut vraiment être fier de ce que tu as accompli, peu importe où tu es arrivé, que ce soit la perf ou finir, voilà, ça faut. Et prendre le temps de profiter, je pense. Et puis après, pareil, tout comme on commence sa préparation et on y va avec progressivité, là, c'est pareil, on ne remet pas. On met pas 75 direct. Non, pas que ça soit la distance et même l'entraînement, quoi. Souvent, moi je conseille, en tout cas pour de la grande distance, faut bien couper 15 jours. Okay. Voilà, 15 jours, on laisse tranquille le corps, on l'a quand même assez stressé. Hein. Ça va de 15 heures d'effort pour les premiers jusqu'à 45 heures. Donc, pour la fin du peloton, donc c'est 2 nuits dehors, c'est pas rien, faut laisser quand même le corps se remettre de ses émotions. Et puis après, je conseille plutôt des sports portés au début, comme de la natation, du vélo, des choses comme ça, toujours pareil pour remettre en mouvement, refaire circuler un peu tout ce qu'on a dans le corps, mais de manière pas sans impact en fait, avec des choses qui déroulent, quoi, du rameur,
sport porté plutôt. Sciences Et puis- utiles aussi peut-être. Ouais, bah, bien sûr, ceux qui, c'est pas une fin en soi, mais ceux qui ont des séances de massage pour leur anniversaire ou leur Noël, Ouais, ça peut c'est être, le moment de. C'est ça. faire l'appel à soi. Ouais, ça peut faire du bien, le spa, le sauna, enfin voilà, tout ce qui fait du bien vraiment pour le corps, parce qu'on l'a quand même un peu malmené, donc il mérite aussi ça. son temps de repos et de relaxation. Et puis après, tranquillement, commencer par des footings, et puis voilà, et après repartir sur des intensités, mais vraiment pas trop hautes, et puis Ouais, voilà, limité. et puis tranquillement en fait se remettre sur une autre prépa, un autre projet, voilà, mais progressivement, quoi. D'accord. Pas se dire ça y est, j'ai plus de courbatures au bout Je suis de reparti direct. J+4, bien sûr. boum, fractionné direct, quoi. Ouais. Bon, ça va certainement partir à la blessure, quoi. Parce que même pour des formats plus courts, c'est vrai que du coup, moi qui cours des formats plus courts, du coup, je garde minimum 1 semaine de récupération sans rien faire après la course. Ok. Parce que même pour le corps, ça a été quand même un sacré choc. Et ça, on a tendance à se surestimer, mais c'est normal. Tout le monde se surestime un peu. On se dit, ouais, non, je suis trop fort, on peut continuer, machin. Mais non, de toute façon, au bout d'un moment, le corps, il va dire stop. Et donc, autant mettre un stop directement, lui laisser le temps de reprendre. Et après, et après, en fonction de ce que moi, j'ai ressenti pendant la course, et je jongle un petit peu ma période de récupération, mais c'est minimum, que ce soit sur le 34 ou le 58, c'est minimum 1 semaine sans rien faire, quoi. Et après, la reprise, après le 58, je reprends, mais je cours des fois 3 km, quoi. Je cours 3 km et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et 2 jours après, je vais courir 5, mais je vais faire que 2 sorties dans la semaine. Et ça va être vraiment progressif pour que mon corps il soit pas en choc, quoi. Tout simplement. Et profiter aussi. Bien profiter parce que c'est vrai que c'est un accomplissement aussi et c'est beaucoup de travail. Et oui, il faut prendre le temps de bien profiter de sa victoire aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ça dépend vraiment aussi des personnes. Il y a des personnes, que ça soit avant une course ou après, vont pas réussir à ne rien faire. On ne peut pas les empêcher, mais en tout cas, c'est vraiment drastiquement de pas le faire avec intensité. Par exemple, les courbatures, elles passent toujours mieux si après une course, on va marcher avec sa famille, des choses comme ça. On marche, des choses comme ça. On fait circuler du vélo très très cool, sans forcer, c'est très bon. Hein, des escaliers aussi, par exemple, des choses. Ouais, mais tout ça, mais vraiment avec douceur, quoi. Très cool, parce que c'est sûr que quand on s'est entraîné depuis 6 mois, et puis on te dit arrête-toi pendant 3 semaines, certains, c'est pas envisageable parce que ça leur fait du bien à la tête de sortir, et ça je comprends totalement, j'en fais partie de ces gens-là, mais vraiment de manière très, très cool. Vraiment, pas aller brutaliser le corps, quoi. Et justement, c'est pendant cette semaine de récupération que moi personnellement, je place une petite séance d'ostéo. À ce moment-là, après une course, 3-4 jours après la course, parce que justement, à force de courir les entraînements, tout ça, on peut avoir les hanches qui sont un petit peu déboîtées, où on se rend pas compte, mais finalement, il y a la cheville qui a pris un coup, ou ce genre de choses, et ça permet vraiment aussi de remettre son corps dans une dynamique, en fait, pour pouvoir aussi se réentraîner derrière. Remettre bien tout en place, et vu qu'avant et après on a toujours avant et après la séance d'ostéopathie, on a toujours besoin de temps où faut qu'on laisse son corps aussi récupérer. Justement, c'est le bon moment aussi pour faire tout ça et en profiter et faire un petit reboot du corps, quoi. C'est ça. Eh bien, Océane et Maxime, merci beaucoup pour votre temps et puis vos informations, c'était très clair. Et puis, merci à toi. Et puis bon courage pour vos prochaines courses que Merci. vous préparez. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve du coup à l'Ultramarin.